Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre a reçu ce matin en audience le président de l'Assemblée nationale par intérim en fin de mission. Au centre des échanges, le renforcement des capacités des ressources humaines de l'Assemblée et la construction de nouveaux sièges pour l'hémicycle. Le professeur Younousi Touré a été interrogé à la fin de l'audience par Youssouf Diakité. Je suis en fin de mission à l'Assemblée nationale, donc il est tout à fait normal que je vienne lui rendre une visite de courtoisie et de lui parler des problèmes de l'Assemblée nationale pour l'avenir et en même temps saluer la bonne coopération qui a existé entre les deux institutions au cours de cette phase extrêmement difficile d'évolution de notre pays. Nous avons bien coopéré et les résultats sont là. Nous avons travaillé à l'exécution de la mise en œuvre des dispositions de la feuille de route, notamment dans ces deux volets de récupération des territoires occupés de notre pays, de sécurisation de notre pays, et également de l'organisation des élections générales qui ont conduit aujourd'hui le Mali à avoir un exécutif élu et à avoir une Assemblée nationale également élue. Les problèmes de l'Assemblée aujourd'hui, c'est le renforcement de l'action du Parlement. Ça va d'abord à la dotation de l'Assemblée de moyens pour travailler. Il est souhaitable que dans l'avenir, on trouve un siège pour l'Assemblée nationale. Les députés, ils viennent de partout, il faut les former. Il est important également que le problème de la formation du personnel de l'Assemblée nationale soit pris en charge. Je vous l'annonçais hier, le Premier ministre a reçu les vœux du personnel de la primature, du gouvernement et de l'administration publique. Au-delà des traditionnels souhaits de bonnes et heureuses années, les intervenants ont mis l'accent sur les réalisations de l'année 2013 et les perspectives pour l'année qui vient de commencer. Al-Husseini Touré, compte rendu. C'est tout d'abord le personnel de la primature qui s'adresse au Premier ministre à l'occasion de cette présentation de vœux pour le nouvel an. Normal que les directeurs de cabinet relèvent les qualités du chef du gouvernement, qualités qui lui ont valu d'être choisis par le président de la République pour faire face aux défis de l'heure. Le secrétariat général du gouvernement s'est attelé à l'accomplissement de ses missions de conseil juridique du gouvernement, d'organisation et de fonctionnement du travail gouvernemental et de publication des actes de la République. Dans ce cadre, il a assuré l'organisation de 47 sessions du Conseil des ministres, 46 réunions du comité de coordination des secrétaires généraux et 49 réunions interministérielles. Les actes produits, les actes de la République centrale, produits au cours de cette période se composent de 35 lois, 27 ordonnances, 1054 décrets et 4860 arrêtés. Pour sa part, le ministre de la Justice, qui s'exprimait au nom du gouvernement, a préféré se pencher sur les réalisations de 2013. La sécurité, la justice, les élections, la réconciliation, bref, toute l'action gouvernementale a été passée au peigne fin. Le Mali est aussi revenu dans le concert des nations avec l'aide de nos amis de la France, du Tchad, de la CEDEAO, de l'Union africaine, des États-Unis d'Amérique, etc. Les partenaires qui nous avaient momentanément laissés dans nos problèmes, mais qui étaient au moins avec nous, en raison de la situation exceptionnelle, ont commencé à revenir et à soutenir la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures détruites. Même exercice pour le porte-parole des cadres de l'administration publique. Amadou Ouamba a toutefois fini son propos par des souhaits, mais des souhaits dans le sens d'une bonne marche du service public. Les cadres que nous sommes demandons à être mis dans les conditions pour servir notre pays de façon optimale. Monsieur le Premier ministre, sans vouloir vous lire ici un cahier de doléances,
je souhaiterais juste attirer votre attention sur le besoin de nos administrations publiques d'être dotées de cadres compétents et loyaux, mais bénéficiant de toute l'attention requise pour accomplir les missions et tâches qui leur sont dévolues dans les conditions les plus idoines. Autant les fautes commises de façon délibérée doivent être sanctionnées, autant la reconnaissance du mérite doit être érigée en principe pour récompenser le cadre méritant. Monsieur le Premier ministre, ce n'est certainement pas à l'économiste avisé que vous êtes que j'apprendrai que la corruption qui gangrène aujourd'hui notre administration et qui demeure un objet de préoccupation au sommet le plus élevé de l'État peut être combattue en améliorant les conditions de vie et de travail des cadres et agents de nos administrations pour leur ôter cette angoisse lancinante et permanente du quoi sera fait demain qui pousse certains d'entre eux entre les mains de corrupteurs sans scrupules. Le chef du gouvernement a dans sa réponse mis l'accent sur la nécessaire exemplarité de ceux aujourd'hui en charge des affaires publiques. Dans le contexte de la sortie de crise sécuritaire et institutionnelle consécutive au conflit armé dans les régions du Nord, ayant entraîné le délitement des institutions publiques, le président de la République avait formulé l'ambition de rassembler tous les Maliens autour d'un projet de refondation des institutions, afin qu'ils deviennent à nouveau les acteurs de leur véritable développement. Élu avec une majorité confortable, il a assigné à son gouvernement la mission de prendre en charge les priorités suivantes: la restauration de l'intégrité du territoire et la sécurisation des biens et des personnes, la réconciliation des Maliens et la consolidation de la cohésion sociale, la refondation des institutions publiques et l'approfondissement de la démocratie, la promotion des femmes et des jeunes et la construction d'une économie émergente. Il a requis que l'action publique vienne à être fondée sur les principes directeurs ci-après. Une éthique de la responsabilité, exigeant de tous ceux qui détiennent des charges et responsabilités publiques un comportement exemplaire et réhabilitant le travail et le mérite. Une exigence de qualité et d'accessibilité au plus grand nombre des services publics. La participation active de tous les citoyens à travers le renforcement des institutions démocratiques. La promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant les inégalités, offrent à chacun la possibilité de réaliser son potentiel par le travail. Enfin, un aménagement de l'ensemble du territoire qui assure par la valorisation des potentialités économiques le développement équilibré de toutes les parties du territoire national. Il convient d'apporter des réponses définitives aux frustrations qui alimentent l'irrédentisme de nos frères dans le Nord. Alors il sera possible d'assurer de façon pérenne la sécurité dans la vie en société, qui est l'objectif cardinal de toute politique. Tous reconnaissent l'heureux aboutissement du processus de sécurisation du pays et des opérations électorales. Cependant, les défis à relever restent encore immenses. Vous aurez l'intégralité de cette cérémonie de présentation de vœux au Premier ministre demain soir après le journal télévisé. Le personnel du Haut Conseil des collectivités a également présenté ce matin ses vœux de nouvel an au président de l'institution. L'occasion était bonne pour faire le bilan des activités de l'année 2013 et de souligner les insuffisances. Le compte-rendu de Batraoré. Cette présentation de vœux a été mise à profit par les travailleurs des collectivités pour dresser le bilan des réalisations au cours de l'exercice écoulé. L'élaboration du budget programme exercice 2014, les voyages à l'étranger, l'organisation d'ateliers sur le renforcement des capacités des conseillers nationaux dans le cadre de la bonne gouvernance, enfin la tenue de 2 sessions ordinaires. Les travailleurs ont également évoqué les difficultés de l'institution. Ils ont fait des propositions pour plus de dynamisme. Améliorer les conditions de travail de l'institution, explorer toutes les pistes pour faire aboutir la loi aboutissant à la retraite des conseillers nationaux, œuvrer pour le transfert concomitant des responsabilités et des ressources de l'État aux collectivités. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales s'est dit sensible aux difficultés évoquées, mais invite les travailleurs à plus d'efforts. En partageant avec vous les domaines d'action identifiés pour conduire notre institution, le Haut Conseil des collectivités, à un niveau élevé de performance, je voudrais aussi, aujourd'hui, plus qu'hier, rappeler que pour chacun de vous, il requiert l'amour du travail, la loyauté, le respect des biens publics et la solidarité. Il est vrai que cet appel n'occulte nullement les conditions primaires pour vous rendre plus opérationnels sur le champ du travail bien fait. Aussi, par les moyens financiers qui nous seront notifiés, nous veillerons à ce que l'essentiel soit assuré.
Une minute de silence a été observée en hommage à Bois Sempara, conseiller national de Kouloukoro décédé en 2013. Vous pourrez suivre après cette édition l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux du personnel de la République au président de la République. Je vous l'annonçais dans les titres, suite à la crise qui secoue la République centrafricaine, le gouvernement malien a entamé le rapatriement des Maliens désireux de rejoindre leur pays. Un premier groupe est arrivé hier soir. Il est composé des couches les plus vulnérables. Il s'agit des enfants, des femmes et des personnes âgées. Ces Maliens de Centrafrique ont été accueillis par les autorités maliennes hier soir à l'aéroport. Adama Koulibaly, compte rendu. Pour ce premier groupe arrivé, ils sont 267 rapatriés maliens de la République centrafricaine. 267 personnes dont les âges vont de 1 an à 102 ans. Au bas de la passerelle, à l'accueil, 3 ministres sont présents. Le ministre des Maliens de l'extérieur, Dr Abdraman Silla, le ministre des Affaires sociales et humanitaires, Amadou Konaté, et le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Mahaman Babi, ainsi que plusieurs autres personnalités des services en charge de la gestion du social. Ces Maliens rapatriés de Bangui étaient accompagnés par l'ambassadeur du Mali en République centrafricaine. Ces femmes et ces hommes, enfants et grandes personnes, ont connu le désarroi le plus total. Et grâce à Dieu, ils sont sains et saufs. Nous sommes allés les chercher pour les ramener à la maison sains et saufs. Il appartient maintenant au peuple malien de les accueillir comme il sait le faire, pour qu'ils oublient tous les drames qu'ils ont vécus. Aux rapatriés, le ministre de l'Action humanitaire a souhaité la bienvenue avant de leur expliquer les décisions prises pour leur accueil. Une information bien appréciée par les rapatriés à travers leur porte-parole. Nous adressons notre profonde gratitude au gouvernement que dirige M. Oumar Tantam Ly, Premier ministre, sous la très haute impulsion de son Excellence M. le Président Ibrahim Boubacar Keïta. Un remerciement appuyé par la représentante des femmes du groupe rapatrié Maïmouna Diallo, avec le rappel des aides reçues d'abord de l'État, mais surtout du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, aides morales et financières. Le ministre des Maliens de l'extérieur a déclaré que toutes les dispositions sont prises pour leur hébergement. Nous avons un service de protection civile qui a des hébergements pour ce faire, qui les nourrit. Tout sera mis en œuvre effectivement pour les évacuer dans les différentes destinations, dans leurs villages, dans leurs villes respectives. Tout cela est déjà géré en amont. Parmi ces rapatriés, beaucoup d'entre eux foulent leur terre d'origine pour la première fois. Et bienvenue au Bercail. C'est parti ce matin pour les travaux de la 2e assise nationale de la jeunesse sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Cette rencontre vise à préparer le 4e sommet jeune prévu à Dakar et qui traitera du chômage des jeunes dans l'agenda des OMD post-2015. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Le chômage des jeunes dans la réflexion de l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement post-2015, c'est le thème de cette 2e assise nationale de la jeunesse malienne. Elle a été organisée en prélude au 4e sommet panafricain des jeunes leaders prévu du 13 au 17 janvier 2014 à Dakar. Le Mali, notre pays, se prépare donc à faire une participation de haut niveau à cette importante rencontre à Dakar et la jeunesse malienne ne saurait rester en aucun cas en marge de cela. C'est pourquoi, en plus de ces assises, le Rojani OMD du Burkina Faso et le Rojani MD du Mali, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse, organiseront une caravane de sensibilisation qui quittera le Burkina le 9 janvier pour aller à Dakar en passant par le Mali. Cette 2e assise vise à dégager des pistes et des initiatives en vue de matérialiser la création de 200 000 emplois pour les jeunes pour les 5 prochaines années, d'élaborer un plan d'action triennal du réseau Section Mali et renforcer le partenariat entre les réseaux des jeunes, les partenaires au développement et les agences du système des Nations Unies au Mali. L'emploi des jeunes constitue aujourd'hui une priorité pour les plus hautes autorités du pays, en particulier pour son Excellence Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui effectivement dans son programme présidentiel a prévu de créer en 5 ans 200 000 emplois durables dans le pays. Ma conviction du changement est forte lorsque les jeunes, à travers ces assises, montrent à suffisance leur capacité de résilience
face à la crise multidimensionnelle qu'a connue le pays, et mieux lorsqu'ils s'arment individuellement et collectivement en vue de participer à sa reconstruction à travers la plateforme minimale des objectifs que constituent les MD. Le secrétaire général du Conseil national des jeunes satisfait a souhaité que de telles assises se perpétuent davantage. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville a rencontré la population de Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. C'était au centre Chichi-Dramé. L'objectif de la rencontre est de recenser les difficultés que rencontrent les quartiers défavorisés afin d'envisager des solutions. La rencontre a regroupé toutes les couches sociales du quartier Niamakoro. Moussa Fani, compte rendu. Cette rencontre entre dans le cadre du programme de développement des villes de notre pays, notamment l'axe soutien aux quartiers défavorisés. Ce rendez-vous devra permettre de dégager des pistes d'action visant à alléger les souffrances des populations. Très concrètement, nous avons un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées. L'accès à l'eau, préoccupation majeure dans tous les quartiers périphériques de Bamako, les problèmes de sécurité, l'aménagement du marché, le problème d'assainissement, le problème de voirie, les problèmes de circulation et de sécurité routière. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de venir les écouter, de prendre en compte leurs besoins tels qu'exprimés par eux-mêmes. L'implication des populations est certainement le premier pas pour surmonter les problèmes. La collectivité seule ne peut pas faire face à toutes ces revendications. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup la venue du ministre pour entendre ça de nos populations. Ce que vous pouvez attendre des collectivités, c'est accompagner l'État par rapport à sa démarche pour l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Nous allons travailler pour que dans l'urgence, essayer d'identifier quelques actions spécifiques qu'on peut mener dans le quartier et venir vers la mairie en lui présentant ses projets et ses approches pour qu'ensemble avec la mairie on définisse une stratégie de mise en œuvre de ces initiatives et ensuite maintenant revenir dans le quartier de nouveau pour présenter aux populations ce qu'on compte faire. Cette rencontre permettra également aux autorités maliennes de travailler main dans la main avec les populations. C'est là pour assurer la durabilité des investissements. Et nous poursuivons avec ce communiqué de presse du ministère de l'Artisanat et du Tourisme suite à l'incendie survenu à la Maison des Artisans du Mali dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 décembre 2013. Le gouvernement de la République du Mali vient de débloquer la somme de 100 millions de francs CFA comme contribution pour soulager les victimes. Le montant mis à la disposition du ministère de l'Artisanat et du Tourisme sera logé au niveau du payeur général du Trésor. Des dispositions sont en cours au sein du département pour une répartition de cette contribution. Dans quelques jours, l'opération Serval fête son premier anniversaire à Tombouctou. En prélude à cette date, elle vient d'offrir aux femmes de la cité des 333 saints un marché aux poissons. L'infrastructure réalisée sur l'initiative de la CAFO permettra de favoriser la reprise des activités économiques par la relance du petit commerce. Au RTM Tombouctou, Adama Djimde. Les vendeuses de poissons à Tombouctou peuvent désormais s'estimer heureuses. Elles viennent de bénéficier de la part de l'opération Serval et de la construction de leur marché. Nous avons fait ici un geste modeste, certes, mais un geste qui permettra d'avoir une certaine forme de reprise économique dans le poumon économique de la ville de Tombouctou, dans ce marché ici. Donc par un petit pas, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de faire une petite relance économique. L'officier français n'a pas voulu s'exprimer sur le montant de l'investissement. Ce projet a abouti suite à la demande de Mme Touré Bintou Traoré, présidente de la CAFO. Il a favorisé la reprise de l'activité économique par la relance du petit commerce. La représentante des bénéficiaires, après avoir remercié Serval, a émis le souhait de la construction des latrines pour les femmes. Sont au centre-ville et qu'elles mènent une activité économique, mais qu'elles ont des besoins, parce que chaque fois qu'elles se présentent devant une famille, elles sont rejetées, dans la plupart des cas. Donc cela est un problème majeur, alors elles souhaitent avoir une solution pour les latrines. Aujourd'hui, c'est les femmes qui bénéficient du hangar pour vendre le poisson. Cette faction est des vendeuses que des consommateurs.
Donc vraiment, tout le monde est satisfait, tout le monde a son compte. La mise à disposition de cette infrastructure marchande redonnera espoir aux femmes de Tombouctou qui ont tout perdu pendant l'occupation. Reprise à Gao des activités de la direction des eaux et forêts, une occasion pour les soldats de la protection de l'environnement d'inviter les acteurs régionaux et locaux à s'impliquer davantage dans la gestion de l'environnement. Le compte rendu de Aïssata Salih Omega. Par ce lancement, les soldats de la protection de l'environnement veulent concerter tous les acteurs qui œuvrent pour le développement de l'environnement afin de lui procurer un visage admirable. Un échange a permis aux acteurs d'évoquer un certain nombre de difficultés liées à l'action de l'homme sur la nature, à la protection de l'environnement, au changement climatique et à l'impact des eaux de pluie sur les plantes, entre autres. L'objectif, c'est que, pour que les gens se rappellent effectivement d'un devoir de protection de l'environnement, les gens aient conscience effectivement du danger qui menace tous les jours de leur existence. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire et énergétique, plusieurs actions devront être menées afin de préserver notre environnement. La récupération des terres dégradées par des techniques de défense et restauration des sols, ainsi que la conservation des eaux du sol. Le traitement des ravins et courris pour minimiser les apports métaux qui comblent l'huile du feu. Les autorités communales se réjouissent de la reprise des activités du service des eaux et forêts dans le de Gao après un moment d'interruption dû à la crise sécuritaire. Je me réjouis de voir enfin les soldats de la protection de l'environnement reprendre les activités. Cela augure, à mon sens, des meilleures perspectives pour notre environnement qui s'est fortement dégradé lors de longues périodes d'occupation de la région. La relance de ces activités va susciter sans nul doute beaucoup d'espoir pour toute la population de Gao. Le président de la compagnie malienne pour le développement du textile CNDT et celui de l'Union nationale des sociétés et coopératives de producteurs du coton sont en mission dans la zone cotonnière du Mali. Ils rencontreront les producteurs pour s'assurer du bon déroulement de la campagne de commercialisation du coton. Envoyé spécial Abdou Salam Bambara Agali Agissa. À Bougoui, première étape de cette mission, le président directeur général de la CMDT et le président de l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton, Bakari Tougoula, ont visité le marché de coton de Koina dans la commune rurale de Sidou. Ici, les travaux de classement et de transport du coton grain se déroulent normalement. Les deux personnalités qui ont rencontré les paysans de la localité ont insisté sur la production du coton de qualité. C'est le gage pour réussir la campagne de commercialisation. Dans la capitale du Bani Mounentier, les échanges avec les travailleurs de la CMDT ont porté sur les principes de travail et les conditions d'amélioration de la production agricole dans la zone cotonnière. Au niveau des unités industrielles, la production est à hauteur de souhait malgré les difficultés. Au niveau de la coordination de Bougouni, nous avons 3 usines. Nous avons un programme de 85 000 tonnes. Sur les 85 000 tonnes, nous avons déjà évacué plus de 50%. Et sur les 50% déjà évacués, nous avons payé aux producteurs plus de 26%. Nous pensons atteindre un peu plus de 430 000 tonnes, précisément 436 000 tonnes de coton graine. Et en termes de grainage, nous espérons que ceci va nous donner environ 190 000 tonnes de coton fibre. Aujourd'hui, on a environ 1 650 000 tonnes de céréales, et dont plus de la moitié, c'est le maïs. Le coton de premier choix est acheté aux producteurs à 250 francs le kilogramme, un prix en baisse de 5 francs à celui de la campagne 2012-2013. Cette réduction s'explique par la conjoncture actuelle du marché mondial, a expliqué le président directeur général. Pour l'année qui vient de commencer, le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélengué a un budget prévisionnel de plus de 2 milliards de francs CFA. Le programme en question a tenu la session de son comité technique d'orientation à Bla dans la région de Ségou. Compte rendu, Fousseni Samake.
Au cours de cette session, les membres du comité technique d'orientation du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Selingué site de Bla ont examiné le bilan des activités 2013, le programme d'exécution technique et financier 2014 qui s'élève à 2 608 982 000 francs CFA. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'accroissement de la production rizicole et autres productions agro-silvopastorales et piscicoles sur une base durable. Avec les producteurs, effectivement, on a fait des avancées. Les problèmes fonciers sont en train de trouver leur solution petit à petit. On est en train de faire tout pour que la production puisse avancer de manière à ce que les populations puissent être satisfaites. Les populations attendent beaucoup de ces projets qui a permis la construction du seuil de Talo et l'aménagement des plaines qui prévoit l'installation des producteurs de 42 villages des cercles de Bla et Sang. La deuxième phase du programme en cours porte essentiellement sur l'aménagement du casier est de Tougan, des 9 casiers de Sang ouest et des 4 casiers de Sang est. L'aménagement de 110 hectares de bassins piscicoles en plus des 380 hectares de la première phase non exécutés. L'aménagement de 1820 hectares de broutières en plus des 2470 hectares prévus pour la première phase, soit un total de 4290 hectares. Démarré en 2010, ce programme qui se poursuivra jusqu'en 2015 pour un coût de 121 milliards de francs CFA, financé par 11 partenaires financiers dont le gouvernement malien. Forum sur le développement économique local des couloirs économiques de l'Afrique de l'Ouest. Les acteurs du Burkina Faso et du Mali sont réunis sur la question autour de la question depuis hier à Sikasso pour mettre en synergie leurs actions. La rencontre est initiée par le programme des partenaires pour le développement économique avec l'appui financier du Canada. Le compte rendu depuis Sikasso de Sékou Konaté. Par l'organisation du présent forum sur le développement économique local des couloirs économiques de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement entre le Mali et le Burkina Faso, le programme des partenaires municipaux pour le développement économique PMDE, financé par le Canada, veut mettre en synergie les stratégies de développement pour une promotion harmonieuse des économies du couloir. Quand on parle de développement économique local en matière de décentralisation, c'est la complicité des acteurs locaux qui les favorise, c'est la mise en réseau des différents acteurs qui peut réellement favoriser un tel processus. Une démarche que les associations des municipalités de nos deux pays qualifient d'outil essentiel pour le bien-être de nos populations. Il s'agit en fait, par une approche participative, d'inciter les populations au niveau de ces communes-là à pouvoir se rendre compte de leur énorme potentialité pour pouvoir mettre en application les différents conseils que nous leur donnons en termes de formation. Nous voulons que dans ce couloir-là génère de la jeunesse entrepreneuriale qui peut-être sponsorisée ou être soutenue par les mentors, c'est-à-dire les opérateurs économiques qui existent déjà dans le couloir. Tout le monde sait qu'il y a une dynamique exceptionnelle qui existe dans ce couloir entre le Burkina et le Mali. Un forum dans Sikasso, à travers le maire de la commune urbaine de Sikasso, Mamadou Tangara, salue la tenue, car constituant un tournant décisif dans la mise en œuvre des couloirs économiques et l'autorité régionale d'assurer de son accompagnement avant de visiter une exposition des produits locaux et de transformation du couloir. Retour à Bamako avec la 15e session du conseil d'administration de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, IOTA. Les administrateurs planchent sur le projet de budget 2014 évalué à 1 758 millions. L'Institut entend poursuivre ses missions essentielles de soins, formation et recherche. Il travaille également à la mise en œuvre de son deuxième projet d'établissement 2014-2018. Ce plan stratégique s'articule autour de 3 projets qui sont l'accueil, la gestion et le soutien, et aussi le projet médical avec le renforcement du plateau technique. Ministre Traoré, compte rendu. Le projet de budget 2014 de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, IOTA, est de 1 758 millions. Les actions programmées s'inscrivent dans le cadre du deuxième projet d'établissement 2014-2018. Nous voulons essentiellement renforcer les capacités de l'Institut, entendez par là, et développer les compétences des ressources humaines et par un recrutement des ressources humaines compétentes,
et les ressources humaines existantes et développer leurs compétences et renforcer notre équipement et aussi à travers bien entendu ce budget, c'est lorsqu'il est adopté. Donc là, il va falloir mettre tous ces éléments de ressources en commun pour atteindre nos objectifs, gardant toujours notre leadership sous-régional et sinon-régional. L'année écoulée, l'IOTA a continué ses missions essentielles de soins, de formation et de recherche. Du 1er janvier au 30 septembre 2013, l'Institut a effectué 17 868 consultations, dont 4 492 interventions chirurgicales. Au cours de la même année, plus de 91 millions ont été consacrés à la motivation du personnel à titre de primes et de ristournes. Enfin, cette 15e session du conseil d'administration est présidée par le professeur Antoine Nientao, diabétologue en service au CHU Gabriel Touré. Assemblée générale ordinaire de la mutuelle de la Garde nationale du Mali, les participants vont examiner et adopter le rapport d'activité du bureau sortant, le renouvellement des instances dirigeantes de la mutuelle et la rélecture des textes régissant la mutuelle figurent aussi à l'ordre du jour. Abdrahman Mega. Au cours de cette assemblée générale, il sera question d'examen et d'adoption du rapport moral du bureau sortant, de celui de la commission de contrôle et du rapport financier. Avec un fonds de roulement de plus d'1,5 milliard de francs CFA, la mutuelle de la Garde nationale, au dit de son président, se porte bien, sinon très bien. Cet état financier lui permet d'entreprendre la réalisation d'un certain nombre d'actions visant l'amélioration de ses prestations. Elles concernent la retraite, le décès, les prêts. À cela s'ajoute en 2014 le volet santé qui est destiné aux militaires réformés pour raisons de santé. Avec le fonds disponible actuellement, nous avons fait une étude auprès de nos partenaires de l'union technique de la mutualité, qui ont abouti à ce que nous pouvons en tout cas augmenter les prestations d'1 million par exemple pour les retraités et les décédés à 1 250 000. Autre point à l'ordre du jour de cette assemblée générale, ce sont entre autres le toilettage des textes, l'élection des nouveaux bureaux et le renouvellement du conseil d'administration de la mutuelle. Toutes choses qui, selon le chef d'état-major de la Garde nationale, imposent aux administrateurs un travail de qualité avec en toile de fond la prise en compte de toutes les préoccupations actuelles de la Garde nationale du Mali. Le résultat positif, le dépôt d'1,5 milliard est le fruit de leur engagement et démontre si besoin en était que la Garde nationale a des hommes dévoués et des cadres compétents pour atteindre les objectifs de compétitivité dans tous les domaines. Les travaux de cette assemblée générale seront sanctionnés par des recommandations et des résolutions qui permettront de donner certainement une nouvelle orientation aux activités futures de cette association créée il y a de cela 22 ans. Le réseau d'appui au processus électoral au Mali, APEM, a animé hier un point de presse. Le réseau a présenté sa nouvelle équipe dirigée par Ibrahima Sango. Il a été réélu pour un mandat de 5 ans. Isaac Tienou. À travers cette conférence de presse, le réseau d'appui au processus électoral au Mali, APEM, a présenté son nouveau bureau. Un bureau élu pour un mandat de 5 ans. La nouvelle équipe mise en place le 4 janvier dernier est dirigée par Ibrahima Sango et composée à 30% de femmes. Les activités qu'on a déroulées en 2013, à savoir l'éducation civique, la sensibilisation électorale, l'observation, on va poursuivre ces activités. Mais on a aussi d'autres corps dans nos arcs qui sont la formation des acteurs de la classe politique, la formation des acteurs de la société civile, la formation des médias. Donc c'est des actions que nous allons poursuivre en 2014. Donc pour les communales, nous avons des objectifs précis. Ce qu'on a fait, on ne va plus régresser. Donc pendant 5 ans, il faut faire plus que ce qu'on a fait. Mais il y a d'autres objectifs que nous ont fixés. Le président de la République, il est élu, mais il a été élu sur la base de quoi? Il a fait des promesses au peuple. Il faut que les organisations de la société civile soient là aussi pour suivre ces promesses. Il y a des députés qui viennent d'être élus. Leur mandat a démarré le 1er janvier 2014. Il faudrait bien que les organisations de la société civile soient là pour voir est-ce que ces députés sont en train de répondre aux aspirations du peuple malien. Les réseaux APEM ont pour objectif, entre autres, appuyer la société civile à la compréhension de la démocratie, éduquer la population à l'exercice du droit de vote et d'œuvrer à la promotion du droit en général. Du nouveau dans vos kiosques avec ce hebdomadaire d'information générale dénommé Le Serment
que vous pourrez désormais retrouver dans vos kiosques pour plus d'informations sur le Mali et aussi au niveau international. Plus de 13 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons composés essentiellement de kits scolaires et de moustiquaires imprégnés de Plan Mali Kangaba à 155 villages et hameaux du cercle. Par ce geste, l'ONG veut améliorer les conditions de vie et de travail des enfants et singulièrement de la petite fille. Envoyé spéciaux à Kangaba, Mamoudou Sidibé, Hadama Diakité. L'unité Plan Mali Kangaba, dans sa politique d'offrir aux enfants un mieux-être, vient encore une fois de faire parler d'elle dans le cercle. Elle vient de remettre 3600 kits scolaires pour une valeur de plus de 7 millions de francs CFA. Chaque kit est composé d'un sac d'écolier, des cahiers de 100 et de 100 pages, des matériels de géométrie, des craies, des bics et des crayons de couleur. Dans le cadre de la lutte préventive contre le paludisme, Plan Mali Kangaba a offert à 6394 enfants 2794 moustiquaires imprégnés d'une valeur de 5 950 000 francs CFA. Le paludisme constitue la principale cause de décès des enfants au niveau de l'unité de programme. À titre d'exemple, durant le dernier trimestre 2013, sur 22 cas de décès d'enfants parrainés, 16 ont été dus au paludisme. Au nom des 155 villages bénéficiaires, les autorités de Kangaba ont félicité Plan Mali tout en rassurant d'en faire bon usage. Ça c'est à l'endroit bien sûr des enfants, mais plus précisément des filles, mais aussi qu'on essaie de voir un peu encore élargir le champ d'action auprès de l'ensemble des écoles du cercle de Kangaba. Nous allons nous impliquer pour suivre vraiment la bonne gestion de tous ces trucs-là pour que vraiment que ça serve d'exemple à d'autres et que les plans quand même, malgré qu'ils ont beaucoup fait, nous comptons beaucoup encore sur eux. Pour réaliser sa vision, Plan développe des programmes et projets visant l'amélioration des conditions de vie des enfants et de leurs parents. Ces programmes sont entre autres l'éducation, la santé et la résilience communautaire. Le commissariat du 13e arrondissement du district de Bamako vient de démanteler un réseau de 5 malfrats. Ils opéraient entre Missabougou en commune 6 et Sabalibougou dans la commune de Baguineda. Il a été saisi sur les présumés délinquants 4 mobylettes, 2 pistolets de fabrication artisanale et d'autres munitions. Moumoun Sissoko. C'est Toumani, le chef de la bande, avec ses complices, Mamoutou, Mouribodi Sikasso, Mamadou et Fousseni, qui ont été mis aux arrêts par le commissariat du 13e arrondissement. Tout est parti du 3e pont dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier. Cette nuit, à la faveur du contrôle des forces de sécurité, 2 individus ont été appréhendés en possession de pistolets et de balles. Nos éléments qui étaient déployés à ce niveau ont interpellé à bord d'un taxi 2 individus armés de pistolets de fabrication artisanale qui les a tellement tiqués qu'ils ont procédé à une fouille systématique du véhicule. Donc cette fouille les a permis de découvrir un sac noir contenant 19 balles de réserve. Les présumés délinquants ont opéré entre Sabalibougou dans la commune de Baguinda et Missabougou en commune 6. Il s'agissait d'une bande de malfrats qui avait pour chef un charlatan du nom de Toumani Diakité. Interpellé, le charlatan n'a pas hésité à reconnaître les faits et à dénoncer les restes de la bande. Suite à l'interrogatoire de ces 4, ils ont dénoncé un certain Morubo Sangaré, Dissikasso, qui a été interpellé au marché de Médine. Ces 5 individus inculpés pour détention illégale d'armes, vol à main armée, complicité de vol et association de malfaiteurs ont été mis à la disposition du parquet. C'est la fin de cette édition. La télévision nationale vous diffuse dans quelques instants la cérémonie de présentation de vœux du personnel de la présidence au président de la République. Cérémonie à suivre juste après ce journal. Pour les informations, vous avez rendez-vous demain à 10h avec Amara Malidiallo. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous retrouvez